En ce moment même, 3 banques centrales cachent une dette qui ne peut plus être remboursée. Et l'histoire nous a déjà montré ce qui arrive quand l'argent disparaît, juste avant qu'un empire s'effondre. 1914. Tout le monde connaît l'assassinat de François Ferdinand. Mais personne ne parle de la panique bancaire qui a paralysé Londres 3 semaines avant. Les coffres étaient vides, les empires avaient une dette de guerre avant même que la guerre commence. Ce n'était pas un hasard, c'était une séquence. Aujourd'hui, en 2026, cette séquence recommence, pas avec les mêmes noms, mais avec la même mécanique. Une mécanique que les manuels scolaires ne nomment jamais. Regardez les chiffres. La dette mondiale a dépassé 315 trillions de dollars. C'est 3 fois le PIB planétaire. Personne ne peut rembourser. Personne ne le dit officiellement, mais tout le monde le sait. Alors, pourquoi continuer à emprunter? Parce que s'arrêter, c'est avouer que le système est mort. Et avouer, c'est déclencher l'effondrement. Donc on cache, on retarde, on imprime, exactement comme en 1913. Cette année-là, la Banque d'Angleterre était au bord du gouffre. Et l'Allemagne accumulait l'or. La France gelait ses réserves. Chacun savait qu'un choc arrivait, mais personne ne voulait tirer la première balle financière. Puis l'attentat de Sarajevo a tout révélé. Pas parce qu'il était si grave, mais parce qu'il a donné une excuse pour réinitialiser les comptes par la violence. La guerre n'a pas commencé pour un archiduc. Elle a commencé parce que les empires étaient déjà en faillite. Le sang a juste effacé les dettes. Aujourd'hui, qui est en faillite? Les États-Unis impriment sans limite depuis 2008. La Chine cache des billions de yuans dans des projets fantômes. L'Europe maintient des taux négatifs pour éviter que tout s'écroule. 3 empires, 3 mensonges, une seule horloge qui tourne. Et cette horloge, elle ralentit. Les tensions montent exactement là où les dettes sont les plus lourdes. Taïwan, Ukraine, mer de Chine. Ce ne sont pas des conflits idéologiques, ce sont des points de rupture économique. Chaque missile tiré coûte des millions, chaque sanction bloque des milliards, chaque embargo déplace les flux, et chaque flux déplacé rapproche le moment où quelqu'un devra dire on ne peut plus payer. Vous pensez que 2026 est différent de 1914? Alors expliquez pourquoi les mêmes schémas reviennent. En 1912, l'Allemagne augmente ses dépenses militaires de 40%. Aujourd'hui, la Chine fait exactement pareil. En 1913, la France rappelle ses réservistes par précaution. Aujourd'hui, l'OTAN fait des exercices défensifs aux frontières russes. Le vocabulaire change, la chorégraphie reste identique, mais il y a une différence. En 1914, les armes étaient illimitées. Aujourd'hui, elles sont nucléaires. Ce qui était une réinitialisation peut devenir une extinction. Et pourtant, on avance vers le précipice. Pourquoi pas? Parce que les dirigeants pensent encore pouvoir contrôler l'escalade. Ils croient qu'une petite guerre économique peut régler le problème sans tout détruire. C'est exactement ce que pensaient les généraux en août 1914. Ce sera fini avant Noël. 4 ans, 25 millions de morts, les empires détruits. Aujourd'hui, combien de temps faudrait-il? Les marchés le savent déjà. Regardez ce qui se passe dans l'ombre. Les hedge funds accumulent des positions courtes sur les obligations souveraines et les banques centrales achètent de l'or à un rythme jamais vu depuis 1971. Les milliardaires y construisent des bunkers en Nouvelle-Zélande. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des préparatifs. Et pendant ce temps, on vous parle d'inflation transitoire, de cycles économiques normaux, de corrections techniques des marchés. Mais une correction technique ne provoque pas l'achat panique de terres agricoles par les fonds souverains. Une correction technique n'explique pas pourquoi la Chine stocke du blé pour nourrir sa population pendant 3 ans. 3 ans, c'est la durée moyenne des guerres modernes selon les simulations militaires. Ils savent quelque chose et ils se préparent. Revenons à 1914. 6 mois avant l'assassinat, les services de renseignement de toutes les grandes puissances avaient les mêmes rapports sur leurs bureaux. Instabilité financière, risque de panique bancaire, probabilité de conflit élevée. Mais personne n'a rien fait, parce que chacun pensait pouvoir gagner. Chacun pensait que l'autre reculerait. Chacun pensait contrôler le calendrier. Ils avaient tout tort, et aujourd'hui, les mêmes rapports circulent, les mêmes avertissements sont ignorés, les mêmes calculs erronés se répètent. Washington pense que la Chine ne peut pas se permettre une guerre, Pékin pense que l'Amérique est trop divisée pour réagir, Moscou pense que l'Europe va négocier, Bruxelles pense que les États-Unis vont intervenir. Tout le monde parie sur la retenue de l'autre, exactement comme en 1914.
Mais voici ce qu'ils oublient. Dans une crise systémique, ce n'est pas la rationalité qui décide, c'est la panique. Et la panique arrive toujours plus vite que prévu. Prenez le Japon. Dette publique à 260% du PIB. Taux d'intérêt bloqué à zéro depuis 3 décennies. Démographie en effondrement. Un seul choc suffirait pour que tout explose. Et si le Japon tombe, il entraîne la moitié de l'Asie avec lui. Parce que les banques japonaises financent une partie massive de la dette régionale. Un effet domino. Comme en 1929, comme en 2008, sauf qu'en 2008, les gouvernements pouvaient encore imprimer pour sauver le système. Aujourd'hui, ils ont déjà tout imprimé, il n'y a plus de cartouches dans le fusil. Alors, que reste-t-il? Si ce type d'analyse non documentée et sans simplification vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Ici, on ne raconte pas l'histoire, on la démonte. Ce qui reste, c'est la redistribution forcée. Et l'histoire nous montre qu'il n'y a que 2 façons de redistribuer les cartes à cette échelle, la révolution ou la guerre. La révolution détruit l'ordre interne, la guerre détruit l'ordre externe, les 2 effacent les dettes, les 2 réinitialisent le système, les 2 permettent de recommencer, et devinez laquelle les gouvernements préfèrent, parce qu'une révolution, ça les menace directement, mais une guerre, ça les renforce, ça unifie, ça justifie les pleins pouvoirs, ça permet de blâmer l'ennemi au lieu d'admettre l'échec. Et c'est pour ça que chaque crise majeure des 150 dernières années a fini en conflit armé. 18, 170, 1914, 1939. Chaque fois, les économistes promettaient que cette fois serait différente. Chaque fois, ils avaient tort. Et 2026, les signaux sont déjà là. Les alliances militaires se reforment selon des lignes économiques. L'OTAN s'élargit, le BRICS s'élargit. Les pays non alignés doivent choisir un camp, exactement comme avant 1914. Mais il y a quelque chose de nouveau cette fois, quelque chose que 1914 à H1 n'avait pas. Les armes autonomes, l'intelligence artificielle militaire, les cyberarmes capables de détruire des infrastructures entières sans tirer un seul coup de feu, ça change tout. Parce qu'en 1914, une guerre se déclarait. Aujourd'hui, elle peut commencer sans qu'on s'en rende compte. Un blackout attribué à une panne, une explosion dans un port classé comme accident, un krach boursier provoqué par des algorithmes. La guerre hybride est déjà en cours. On ne la voit pas parce qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Mais elle prépare le terrain pour quelque chose de plus grand. Regardez les investissements. Les budgets militaires mondiaux ont augmenté de 45% depuis 2015. Les dépenses en cyberdéfense ont triplé. Les stocks de missiles ont doublé. On ne construit pas tout ça pour faire joli. Et regardez les discours. Les dirigeants ne parlent plus de paix. Ils parlent de défense des intérêts nationaux, de lignes rouges, de souveraineté non négociable. C'est le vocabulaire de la confrontation, pas de la diplomatie. Mais le plus révélateur, c'est ce qu'ils ne disent pas. Personne ne parle de la dette. Personne ne mentionne que le système financier international est au bord du gouffre. Personne n'admet que les banques centrales ont perdu le contrôle. Ce silence est assourdissant, parce qu'il révèle qu'ils savent. Ils savent que le problème n'a pas de solution pacifique. Ils savent que tôt ou tard, quelque chose va céder. Et ils préfèrent préparer la guerre plutôt que d'avouer l'échec. C'est exactement ce qui s'est passé entre 1910 et 1914. Les gouvernements savaient, mais admettre la faillite aurait déclenché la panique immédiatement. Alors ils ont choisi de gagner du temps, de préparer, d'attendre le bon prétexte. Sarajevo leur a donné ce prétexte. Aujourd'hui, quel sera le prétexte? Une crise à Taïwan, un incident en mer de Chine, une cyberattaque massive attribuée à un État ennemi, une faillite bancaire déclenchant un effet domino? Peu importe, le prétexte viendra. Il vient toujours. Et quand il viendra, tout ira très vite. Comme en 1914, un mois entre l'attentat et la guerre totale. 30 jours pour que l'Europe bascule dans le chaos. Aujourd'hui, avec la vitesse des marchés financiers et la rapidité des communications, ça pourrait prendre 30 heures. Vous vous réveillez un matin. Les marchés ont chuté de 40% pendant la nuit. Les banques bloquent les retraits, les gouvernements décrètent l'état d'urgence et les troupes se déploient aux frontières et tout le monde se demande comment on en est arrivé là. Mais ceux qui regardaient savaient. Les signes étaient là depuis des années. La dette insoutenable, les tensions géopolitiques, les alliances qui se reforment, les préparatifs militaires,
Tout était visible. Il suffisait de connecter les points. Et les points dessinent une image très claire, une image de 1914 en haute définition. Sauf qu'aujourd'hui, les armes sont différentes, les enjeux sont plus grands et les conséquences sont potentiellement irréversibles. Parce qu'une guerre moderne entre puissances nucléaires ne se terminera pas par des traités et des réparations. Elle se terminera par l'effacement de tout ce qu'on connaît. Et pourtant, on avance quand même. Pourquoi? Parce que les systèmes complexes ont leur propre logique. Une fois qu'ils sont lancés sur une trajectoire, il devient presque impossible de les arrêter. Trop d'intérêt, trop d'inertie, trop de peur de paraître faible, chaque acteur fait le choix rationnel pour lui. Mais la somme de tous ces choix rationnels produit un résultat irrationnel, la catastrophe collective. C'est ce qu'on appelle un dilemme du prisonnier à l'échelle mondiale. Et personne ne sait comment en sortir. Les institutions internationales sont paralysées. L'ONU n'a plus de pouvoir réel. Le FMI propose des solutions qui aggravent les problèmes. La Banque mondiale finance des projets qui créent plus de dettes. Le système qui devait empêcher une nouvelle guerre mondiale est devenu le système qui la rend inévitable. Et pendant ce temps, les citoyens ordinaires vivent leur vie. Ils travaillent, ils élèvent leurs enfants, ils font des projets, ils ne voient pas le mur qui arrive. Parce qu'on ne leur montre pas, les médias parlent de tout sauf de l'essentiel, les politiciens promettent des solutions qu'ils savent impossibles, les économistes utilisent un jargon qui masque la réalité. Le grand mensonge continue, jusqu'au moment où il ne peut plus continuer. Et ce moment approche. Pas parce que je le dis, mais parce que les chiffres le disent, parce que l'histoire le dit, parce que la logique même du système le dit. Une dette qui ne peut pas être remboursée ne sera pas remboursée. La seule question est comment l'effacement se fera-t-il? Et si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que quand les empires sont acculés, ils ne choisissent jamais la solution pacifique. Ils choisissent la réinitialisation violente. 1914 n'était pas une exception, c'était la règle. Et 2026 pourrait bien suivre la même règle. Si cette vidéo vous a fait voir la crise financière de 2026 autrement, laissez un j'aime. Dites en commentaire ce que cette révélation vous inspire. Abonnez-vous, car ce qui arrive remettra encore plus de certitude en question. Souhaitez-vous que je génère une image pour illustrer la miniature de cette vidéo ?